une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. 30 juin 2018, 58 ans d'indépendance. La RTNC revisite l'histoire du Congo et donne la parole aux grands acteurs. La première des chaînes revient sur les traces du colonisateur pour faire découvrir les vestiges de l'histoire commune. 30 juin, date événement sur la télévision du peuple. Une grande équipe pour vous servir. Bonsoir à tous. Une date que nous allons enseigner à nos enfants avec fierté. Le 30 juin, Emery Patrice Lumumba le disait déjà. À l'époque, nous faisons le devoir, nous faisons le devoir de vous rappeler ce qui s'est passé pendant cette période que nous avons dite coloniale, mais aussi légèrement avant. Nous allons y revenir de l'EIC, de l'État indépendant du Congo, à la République démocratique du Congo. C'est une page de l'histoire que nous allons retracer en quelques minutes. Nous allons faire un effort pour parler des grands moments de cette histoire de la République démocratique du Congo. Nous allons remonter cette histoire avec une personnalité scientifique qui a une maîtrise éprouvée dans ce domaine. Il s'agit du professeur Edouard Tsongo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, d'entrée des jeux, comment Léopold II, lui qui était roi des Belges à l'époque, arrive-t-il en République démocratique du Congo et s'adjuge cet immense territoire de la République démocratique du Congo? Oui, en fait, nous devons parler d'abord des ambitions du roi Léopold II, qui était roi des Belges. Léopold II avait plusieurs ambitions. D'abord, c'était un entrepreneur. Il avait hérité une grosse somme, 50 millions de francs or, et il voulait investir. Mais surtout, il avait une ambition politique. Étant souverain et monarchie constitutionnelle d'un petit pays comme la Belgique, lui voulait être un grand monarque, même un empereur, à l'instar de Louis XIV, le roi français. Alors il lui fallait un territoire à lui, un empire à lui. Et également, Léopold II voulait fournir à son pays la possibilité d'avoir un territoire, une colonie, pour pouvoir exporter ce produit et surtout avoir des matières premières pour son industrialisation. Voilà les ambitions de Léopold II, mais surtout, il faut ajouter à cela, Léopold II était un fin diplomate. Il utilisait la diplomatie secrète pour avoir la sympathie d'autres États et également ses relations personnelles. N'oublions pas que le roi de Belge était d'origine allemande, de Saxe-Cobourg, d'où il y avait l'affinité entre Léopold II et le chancelier d'Allemagne, Bismarck. Il était également cousin germain de la reine d'Angleterre, Victoria. Alors, il va utiliser toutes ces relations-là pour pouvoir maintenant acquérir un territoire, à lui un empire. Il avait cherché d'abord à avoir une partie de la Chine. Il a tenté d'avoir une partie de l'Indonésie qui appartenait à ce moment-là aux Néerlandais. Il a demandé aux Angolais, aux Portugais de lui donner le Mozambique et à l'Égypte de lui donner l'Érythrée. Partout, il a échoué. Mais c'est quand il va apprendre qu'il y a un certain Stanley qui venait de découvrir un territoire vaste de l'Afrique centrale qu'il va maintenant s'intéresser à l'Afrique. Professeur, comment Léopold II entre-t-il en contact avec Henri Morton Stanley? Il avait déjà convoqué en 1876 une conférence internationale qu'on appelait la conférence géographique, où il réunissait les savants explorateurs pour aller explorer l'Afrique centrale.
Son but, c'était justement de conquérir le territoire, un domaine, mais le prétexte, c'était qu'on puisse découvrir l'Afrique centrale géographiquement et puis pour y introduire la civilisation occidentale et lutter contre la traite négrière. Mais lorsqu'il apprend maintenant que Stanley vient de parcourir le Congo, il a découvert le Congo, il va s'intéresser à lui, il va s'approcher, il va appeler Stanley. Stanley, c'était un Américain mais d'origine britannique. Il voulait que la Grande-Bretagne puisse gérer ou prendre ceux qui venaient découvrir le Congo. Mais il préfère en ce moment-là s'approcher de Léopold II. Léopold II va venir, va l'appeler, ils vont signer en fait un accord. Il va l'utiliser maintenant pour pouvoir s'implanter au Congo. Maintenant que Stanley arrive au Congo pour le compte de Léopold II, comment Stanley entre-t-il en contact avec ses chefs locaux? Oui, Stanley, d'abord il faut dire qu'après avoir réuni la conférence internationale de géographie, Léopold II avait créé une association qu'on appelle l'Association internationale pour la découverte de l'Afrique, AIA. Mais après, il crée aussi une société privée, le comité d'études du Haut-Congo. C'est cette société privée qui va maintenant engager Stanley pour venir au Congo. Et il va la transformer en Association internationale du Congo pour créer la confusion avec l'AIA. Alors Stanley vient, il va signer des accords avec les chefs traditionnels du Congo, les chefs coutumiers. Il commence par le Bas-Congo, il monte jusqu'à les Fars, donc Kisangani. Et même jusqu'à Bangshari, du côté du Congo français actuel, donc du Congo actuel. Et ces accords-là, en fait, j'appelle ça des accords de dupes, puisque les accords étaient présentés aux chefs traditionnels en anglais ou en français. Et on disait dans les textes que tel chef cède sa souveraineté à Léopold II. Mais maintenant, le traducteur, l'interprète, disait autre chose au chef. Disait, voilà, vous nous autorisez à créer une station chez vous. Or, pour les Africains à l'époque, les Congolais, les stations avaient un caractère commercial. Donc, c'est comme ça que les chefs traditionnels ont autorisé, en fait, Stanley, au nom de Léopold II, à créer des stations. Léopold II va utiliser ces accords-là comme pour dire sur le plan international que les souverains africains y avaient cédé leur souveraineté. Il était devenu maintenant, lui, le souverain de toute l'Afrique centrale, donc du Congo. Il va utiliser ces accords-là pour faire reconnaître maintenant son association AIC comme État. Et le premier pays à reconnaître l'AIC comme État, ce sont les États-Unis. Là aussi, Stanley a utilisé ses affinités. Il était en affinité avec l'ancien ambassadeur des États-Unis en Belgique, qui s'appelait Sanford. Il va le charger maintenant comme délégué auprès du président des États-Unis et du Congrès américain. Comment le roi de Belge Léopold II, ou Stanley, par lequel il agissait en République démocratique du Congo, arrive-t-il à éconduire toutes ces puissances aux alentours pour qu'il ne fasse pas mes bases sur la République démocratique du Congo, et il réussit à obtenir un si vaste territoire? Léopold II, comme je vous ai dit, va utiliser sa diplomatie secrète. Mais avant tout, il faut savoir que Léopold II avait affaire à à trois puissances coloniales qui étaient aussi en concurrence avec lui au Congo. La première puissance coloniale, c'était le Portugal. Le Portugal qui occupait déjà la côte atlantique depuis le XVe siècle et qui prétendait être propriétaire de l'intérieur du Congo. Il y avait également la France. La France s'intéressait également au Congo puisque l'explorateur français Brazza
était parti du Gabon jusqu'au Poul, Malébo, donc aujourd'hui Léopoldville. Et là, il avait signé des accords avec le roi Makoko, qui était le roi de Bateke, qui lui donnait donc, qui était roi de deux rives. Comme vous avez dit, il y avait beaucoup d'empires, il y avait des royaumes. Stanley va venir, il va signer lui l'accord avec Ngaliema, qui est aussi qui n'était pas un chef coutumier, mais un notable très puissant au même endroit. Alors maintenant, il y aura un conflit entre Stanley et Brazza, ou leurs délégués. Il y aura même une guerre entre les deux. Finalement, les gens de Stanley vont chasser le roi de Bateke qui va maintenant de l'autre côté, à la rive droite. Il y avait également un conflit avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à l'époque, c'était la plus grande puissance coloniale qui avait des colonies dans le monde entier. Et en Afrique, la Grande-Bretagne avait déjà occupé l'Afrique du Sud jusqu'au niveau de la Rhodésie. Et puis l'Afrique du Nord depuis l'Égypte jusqu'au Soudan. Elle voulait maintenant relier sa partie nord, donc de l'Est à l'Ouest. Donc faire les liens, ce qu'il appelait, la Grande-Bretagne voulait construire un chemin de fer du Cap au Caire. Et pour ça, il fallait occuper aussi l'Afrique centrale. Alors, elle avait surtout peur de la France, puisqu'elle pensait que la France pouvait occuper cet État. C'est ainsi que lorsque Léopold II va se présenter, les Anglais vont soutenir le Portugal pour empêcher, puisqu'ils pensaient que Léopold II ne sera pas capable de garder cet immense territoire pendant beaucoup d'années. Alors c'est la France qui risque de reprendre. Alors ils vont tout faire pour appuyer le Portugal. Mais, suite à la diplomatie dont je vous parle, la diplomatie secrète, Léopold II va maintenant négocier avec ces États-là. Notamment, après les États-Unis, c'est l'Allemagne qui va reconnaître l'AIC comme État, mais surtout, il va négocier avec la France. Avec la France, il y aura un traité qu'on appelait le traité de préemption entre la France et l'AIC à l'époque, donc Léopold II. Dans ce traité, la France reconnaît, il se partage donc les deux rives. Léopold II reste sur la rive gauche et eux prennent la rive, les Français prennent la rive droite. Léopold II leur cède le Koulignari, qui lui appartenait, et que Lubangshari aussi. Mais il promet à la France qu'au cas où il serait incapable de gérer le Congo, c'est la France qui va reprendre, qui sera donc le successeur de Léopold II. Vous voyez déjà là, c'est ce que j'appelle un complexe de préemption de la part de la France. La France va toujours se considérer comme c'est elle qui devait succéder à Léopold II. Elle va le faire quand Léopold II va céder le Congo à la Belgique. La France va intervenir pour dire non, j'ai ce traité-là, c'est moi qui dois prendre le Congo. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces deux complexes? Un complexe, d'abord, c'est un comportement sentimental qui n'est pas lié à la raison. Il n'y a pas de raison profonde. La France a signé un accord avec Léopold II pour la préemption. Au cas où il serait incapable de gérer le Congo, c'est les Français qui le prendraient. Mais à chaque étape, les Français ont toujours réclamé. Même après le départ de Léopold II, ils ont protesté quand la Belgique voulait prendre. Ils ont dû négocier avec la Belgique. Et nous, au moment de l'indépendance, le général de Gaulle a même aussi exhibé ce traité-là. Les Congolais ont dit maintenant aller le rencontrer. Le président Kassavou, futur président Kassavou, est allé le voir pour dire laissez-nous conquérir notre indépendance. Mais il y a surtout le complexe de Berlin. J'appelle ça complexe de Berlin, c'est quoi?
Comme je viens de vous le dire, au traité de Berlin, le traité de Berlin n'a pas créé l'État indépendant du Congo, a reconnu. Aujourd'hui, si un État reconnu par l'ONU, c'est l'ONU qui l'a créé? Non. Mais pour les signataires de ce traité-là, ils se sont dit, le Congo nous appartient. C'est notre bien. Et ce comportement se continue jusqu'à ce jour. C'est ce qu'on appelle le complexe de Berlin. Alors, comme c'est leur bien, toute personne qui ose nationaliser ou gérer, autogérer le bien du Congo devient leur ennemi à abattre. Ce n'est pas pour rien que Lumumba a été éliminé puisqu'il était nationaliste. Ce n'est pas pour rien que Laurent Désiré Kabila a été éliminé puisqu'il était nationaliste. Donc, ils voyaient que leurs intérêts étaient perdus. Je vais ajouter un dernier élément puisque le temps nous manque. C'est que malheureusement, nous les Congolais, certains Congolais que j'appelle la bourgeoisie comprador adhèrent à ce complexe-là et sont utilisés maintenant par ce qu'on appelle aujourd'hui la Troïka à garder ce système-là de dépendance de l'impérialisme colonial. Vous voyez, les Congolais doivent comprendre d'où viennent nos attitudes actuelles. Ça vient de la colonisation. C'est le colonialisme qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme qui fait que nous ne sommes pas libres de nous-mêmes, de notre pays, de gérer notre pays. On dit que non, votre pays a été créé, c'est nous qui avons créé votre pays. Or, c'est faux. Ce n'est pas eux qui ont créé le pays. Le pays existe, la terre du Congo a été créée par Dieu. Mais l'État congolais a été créé par des Portugais. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, professeur Edouard Tshisungu, pour ces détails sur notre page de l'histoire. Nous nous sommes focalisés sur l'État indépendant du Congo, comment Léopold II a su gérer cet immense territoire de la République démocratique du Congo, ce territoire qu'il a acquis de manière pas très correcte en utilisant les chefs traditionnels, les chefs locaux. Avec ces accords de dupes, le professeur l'a expliqué, c'était écrit en anglais, pour certains en français, mais interprété pas très clairement et les chefs ont adhéré à cette présentation des choses et c'est au fil du temps qu'ils ont compris qu'ils ont été dupés. Amis téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à remercier Françoise Bouelabouaki qui a coordonné cet ensemble d'émissions et ces recherches que nous avons menées sur notre histoire, que vous suivrez au fil du temps sur ces différents plateaux, mais aussi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, pour enfin respecter la parole de Lumumba, qu'il faudrait enseigner à nos enfants cette histoire glorieuse de comment ils se sont battus pour arriver à cette indépendance. En tout cas, pour ce soir, merci et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.